l'histoire qui date que simplement de là. Elle vient de très loin. Oui, entre 1870 et 1870, il y avait des... Kateb Yassine, qui était un grand écrivain algérien, me dit, il faudrait qu'on ne pas inviter à ce colloque. Je dis, bon, Yassine, c'est bon, qui était Bélabrès, Paris et Alger. Mais tu sais que Fanon a soigné ma mère, qui est devenue folle, justement, après les événements de 45. Parce que lui, qui était le jeune lycéen, il avait 15 ans, 16 ans, a été enfermé, a été arrêté pendant 2 ou 3 jours, et sa maman, de ne pas savoir s'il était encore vivant, on est devenu folle. Et Fanon a soigné donc la mère de Kateb Yassine. Et Kateb Yassine m'a dit, j'aurais aimé aussi apporter mon témoignage lors de ce colloque sur Fanon. C'est une petite anecdote. Ouais. Vous parlez de François Fanon comme étant un homme de rupture. Mais moi, je ne connais pas du tout François Fanon. C'est l'occasion pour le connaître. Mais je crois qu'il y a un aspect un peu... il déchante carrément vis-à-vis de l'Afrique post-indépendance. Il y a un réquisitoire qui est presque d'actualité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, oui, je réponds à ça. Comme, bon, c'est vrai que le débat un peu, c'est à bâton rompu, donc s'il n'y a pas, on va dire, une méthode, mais bon, je verrai quand même, on va parler des postes, de la période post-indépendante, effectivement. Je voulais juste dire un mot pour finir un peu. Donc, Fanon est passé, si vous voulez, par toutes les étapes d'observation et de ressenti lui-même. Vous voyez, donc lui-même, il vivait cela. C'est-à-dire qu'il est passé par l'étape du colonisé qui a assimilé la culture du colonisateur pour le charmer, pour le séduire, pour faire bien, pour que le blanc, je veux dire, soit satisfait. Mais en dépit de ça, non, c'est toujours le même rapport de dominant, de dominé, c'est toujours les mêmes rapports d'humiliation, d'opprobre, etc. Donc il a compris. Il est passé donc à une autre étape. Donc il y a, si vous voulez, dans la construction de son idéologie, de sa pensée, il y a un certain nombre d'étapes qui sont franchies dans la construction de l'idée de Fanon. Quant à la période, je vais répondre à votre question postcoloniale. Alors, il y a une chose il y a un élément, il y a une dimension très importante, si vous voulez, dans l'œuvre de Fanon. On a tenu beaucoup de colloques. C'est insuffisant, mais on va dire qu'il y a eu quand même pas mal de choses, de séminaires, de colloques faits sur Fanon. Mais ce qui est très important, ce qui reste à venir, pas le passé, si vous voulez. L'œuvre de Fanon a créé, si vous voulez, pas en France, la French Theory ne s'est jamais intéressé, ou à quelques exceptions près, à l'œuvre de Fanon. Ceux qui ont lu avec beaucoup de sérieux et à tête reposée et réfléchi l'œuvre de Fanon, ce sont les anglo-saxons. Un des précurseurs a été Édouard Saïd, qui a lu profondément, compris et restitué un peu la pensée. Grâce à lui, on connaît maintenant mieux, si vous voulez, grâce à lui, un héros important d'origine indienne, mais les Américains d'origine indienne, comme Arjun, Homi Bhabha, enfin tout ça, qui a travaillé sur le rapport, si vous voulez, sur le rapport postcolonial. Les postcoloniales ne s'entend pas au sens temporel, c'est-à-dire postcolonial après les indépendances. Ils s'entendent au sens plutôt de rapport idéologique, c'est-à-dire quelle est la lecture que nous allons faire, si vous voulez, des après-indépendances. L'œuvre de Fanon s'y prête fort bien et nous dit que tous ces rapports-là doivent être relus à la faveur, si vous voulez, d'une lecture saine, qui a beaucoup de distance, et surtout une remise en cause des certitudes avancées, enseignées, garanties par cet européocentrisme. Si vous voulez, c'est un véritable, comme on dit vulgairement, un pavé dans la mare, si on peut s'exprimer comme ça. C'est un véritable travers, c'est un véritable
il a introduit un travers, si vous voulez, un biais cognitif dans la certitude scientifique et du savoir scientifique qui avait une assise solide dans le savoir occidental. C'est-à-dire le savoir occidental était constitué. Il n'y avait pas moyen de le critiquer et de dire non, ça c'est comme ça. C'était comme ça, c'était l'exclusivité de la pensée, c'était la pensée unique. Le mérite de Fanon a été de déranger cette certitude et de dire par exemple que ce n'est pas que je récuse, si vous voulez, votre savoir. Je peux le récuser, mais c'est surtout, on peut douter de ce savoir, parce que ce savoir-là est un savoir humain qui se prête à des modifications, à un enrichissement. Donc on voit l'image de Shiraz Diop avec le national agriculture. Alors, et justement, le Fanon, justement, il y a beaucoup de choses à dire sur Fanon. Vous savez, on peut faire des thèses et des thèses sur Fanon. Et Fanon, l'œuvre de Fanon, elle intègre parfaitement, si vous voulez, la pensée, par exemple, de Cheikh Anta Diop que vous voulez évoquer tout à fait. C'est-à-dire, ce sont des grands noms qui ont posé la question de dire, par exemple, que, oui, effectivement, nous connaissons ce savoir occidental, nous le connaissons, nous l'avons assimilé, nous l'avons appris, mais nous pensons, nous, qu'il y a une autre manière aussi de voir le monde. Nous avons le droit d'avoir une autre conception, comme disait Lucien Goldman, une autre vision du monde, une autre façon de voir un peu le monde et de concevoir le monde. Chose qui n'a jamais été acceptée ici en France. C'est-à-dire que les études postcoloniales, ce qu'on appelle les postcolonial studies, ont été se sont développées dans les années 70 aux États-Unis, en Angleterre, et je vous le disais dans les anciennes colonies mondiales, mais jamais en France. Même les plus grands penseurs, de Derrida à Foucault, de Foucault à Sartre, de Sartre à... ils n'ont jamais évoqué ce problème de post-colonial studies et des rapports nouveaux qui peuvent naître justement d'une nouvelle lecture de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire telle qu'elle a été écrite par l'Europe, on peut quand même un peu se dire non, nous on a le droit aussi de dire quelque chose et d'émettre un peu, de mettre notre grain de sel. Ce sont, si vous voulez, les études anglo-saxonnes qui ont lancé cette perspective grâce justement aux œuvres entre autres, de Frantz Fanon. C'est-à-dire maintenant, il y a une nouvelle lecture. Et c'est ça l'héritage qui nous reste, qui est le plus important et qui reste à faire, justement. L'œuvre de Frantz Fanon n'est pas close. Parfois, on nous pose des questions quand on passe comme ça dans des émissions, peu importe, ici en Algérie, radiophonie, écoutez visuel, je dis oui, mais qu'avez-vous de nouveau à dire sur Frantz Fanon? Mais tout n'a pas été dit. On ne peut pas épuiser une œuvre de Frantz Fanon en disant ou à travers quelques critiques. Ce n'est pas vrai. L'œuvre de Fanon est vraiment, justement, elle est vivante, elle est ouverte. C'est une véritable mine maintenant qu'on peut exploiter et à travers laquelle on peut dégager justement d'autres théories, d'autres façons de lire l'histoire et de décrire aussi l'histoire. Voilà. En gros, un peu, c'est... Si je répondais un petit peu en gros. Oui, scientifiquement, vous avez répondu scientifiquement, mais j'aurais bien aimé que ce soit terre à terre, ce qu'il a dit concrètement à ses dirigeants africains quand il siégeait à Accra. Il a vu tout le déballage et d'une manière crue, il disait que le pire est devant nous. Moi, je veux dire, de toute manière, Fanny va peut-être m'aider un peu à... De toute manière, c'était quand même, c'était un visionnaire. Bon. Il avait une analyse très pertinente sur la société colonisée. Mais il a prévu aussi autre chose après les indépendances. Et il a dit que si, par exemple, on ne s'en tient pas à certains principes, à certains rapports, à une lutte, à une honnêteté, si vous voulez, à la restitution du pouvoir, par exemple, aux classes populaires, c'est clair que ce qui nous attend est pire que ce qu'on a vécu. Effectivement, il n'avait pas tort. Le mouvement va très vite être tué. On va tuer le mouvement, c'est du mouvement. Alors, absolument. Et ce qu'il prédisait était juste.
il leur disait, par exemple, attention, là nous sommes dans un régime de diktat, dans un régime sévère et dans un régime d'obéissance, mais faites attention, parce que quand le colon partira, si vous voulez, elle va être remplacée, substituée par une autre forme de pouvoir, ça sera pire. Et là, il a vu juste. Il n'a pas tort. Je pense que c'est pas ça qu'il voulait. C'est pas un jugement qu'il portait sur les sociétés à venir. Mais je crois qu'il était plutôt l'homme qui s'en prenait au système. Oui, c'est c'était un homme qui attaquait tous les systèmes. Les formes du pouvoir. Voilà, les formes du pouvoir colonial, capitaliste, raciste, etc., naziste. Mais c'est ce qui fait que cette rupture, je ne l'entends pas, mais c'est la principale rupture avec justement les hommes de la négritude, qui ne s'attaquaient pas forcément à tous les systèmes, mais à un système colonial. Après le système colonial, il y a bien sûr pas mal de choses. Mais lui, c'était un homme d'action, et les actions qu'il posait étaient en rapport avec son écriture. Et je pense que c'est ça qui est le grand problème. Mais je voulais justement vous poser une petite question par rapport à l'action qu'il a menée en Algérie. Qu'est-ce que actuellement l'Algérie a retenu de Frantz Fanon par rapport à son héritage? J'attendais impatiemment cette question. J'attendais impatiemment cette question. D'abord, j'aurais dû commencer par ça, par dire tout simplement que nous célébrons le 50e anniversaire, pratiquement à une année près, quelques mois près, de la mort de Frantz Fanon, mort le 6 décembre 1961. Si vous permettez, le 11 décembre. Oui. Je vous dis quelque chose qui m'a toujours d'ailleurs un peu bouleversé. Si vous permettez, je partage cette émotion avec vous. Alors, le 6 décembre, c'est un petit court passage. Le 6 décembre 1961, à Washington, Monsieur l'éditeur, décède Frantz Fanon à l'âge de 36 ans. C'est moi qui ai écrit ça. Déçu donc le signe. Il est inhumé au cimetière des Chouhadas, c'est-à-dire des martyrs, de Tunis. En premier temps, il a été enterré à Tunis, puis ramené vers l'Algérie. Son corps fut ramené de Tunisie en Algérie indépendante. Un hommage des dirigeants de l'ALN lui fut rendu. D'abondantes larmes coulèrent, et l'un d'eux, sorti des rangs serrés des Moudjahidines, prononça d'une voix aux inflexions émouvantes une oraison juste, austère et sans fioriture à la mesure du grand homme qu'il fut et du visionnaire qu'il restera. L'extrait suivant, que je vais citer, a été rapporté par le journal El Moudjahid, organe du FLN, où Fanon a aussi collaboré. Donc le texte est le suivant. C'est fini. Le cercueil repose sur un lit de branches de lentisque au-dessus des rondins de chêne-liège. En cette fin d'après-midi, le soleil décline. Au loin, on devine la plaine dont nous sépare des crêtes douces, bleutées dans la lumière ouatée de l'hiver.